On va commencer. Vous vous introduisez ou je démarre Oui, tout de oui, je suite? vais introduire. Donc, bonjour à tous et bienvenue. Je suis Stéphanie Marmora de la Fédération française du bâtiment Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes là aujourd'hui parce que BFC Numérique et la Fédération française du bâtiment vous proposent une série de mini-conférences dans le cadre du mois du numérique bâtiment, organisées donc par Kathleen Sita de BFC Numérique, Valérie Morge, Kevin Lebreuil et moi-même. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons écouter Jonathan Pires de la FFB concernant Croquis et FBIM. Et puis ensuite, après 30 minutes de présentation, nous aurons un temps d'échange où vous pourrez prendre la parole. Donc en attendant, n'hésitez pas à lever la main avec la petite main pour qu'on puisse identifier qui veut poser des questions et nous y répondrons à la fin. Je passe la parole à Monsieur Pires et bonne visioconférence. Bonjour à tous. Merci Stéphanie pour la présentation. Donc en effet, Jonathan Pires, je travaille à la Fédération française du bâtiment au national à Paris sur tous les sujets de BIM, maquette numérique et globalement de transformation numérique. Donc là, ma présentation va se découper en deux parties sur 30 minutes. Ça va être 15 minutes sur Croquis, donc une plateforme collaborative qui est spécialisée pour les projets de construction, et ensuite 15 minutes sur FBIM. Alors, je vais partager ma présentation. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bon pour vous? Ça s'affiche? C'est bon, ouais. Super. Alors, pour démarrer la plateforme Croquis. Donc, la plateforme Croquis, c'est une plateforme collaborative qui va permettre à une maîtrise d'ouvrage, une maîtrise d'œuvre des entreprises de pouvoir communiquer sur un projet ou en interne. Donc, à la base, la plateforme Croquis, pour faire rapide, elle a été commandée par le plan de transition numérique du bâtiment. Ça fait déjà maintenant quelques années. Je crois que ça avait démarré en 2016. Elle est maintenant toujours développée dans le cadre du plan BIM 22. Donc, pour rappeler, ces deux plans sont des plans portés par l'État. C'est un budget qui a été mis à disposition de l'État pour faire monter en compétence l'ensemble de la filière sur le sujet du BIM et du numérique. Donc, la plateforme a été développée dans ce cadre-là avec pour objectif d'éviter la fracture numérique entre les grandes et les petites entreprises. Elle a été lancée officiellement en mars 2018, donc au salon du BIM World. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur Croquis, on a 93 000 inscrits à peu près et 16 500 espaces de travail. Donc maintenant, comment est structurée la plateforme Croquis? C'est un peu comme toutes les autres plateformes de collaboration. Ça veut dire qu'on va avoir un espace de travail dans lequel on va pouvoir héberger plusieurs projets. Donc une même entreprise peut héberger au sein de son espace de travail plusieurs projets différents. Et chaque projet va être composé d'acteurs différents, d'utilisateurs différents et de dossiers et sous-dossiers. Voilà, ça, c'est la structuration globale de la plateforme Croquis. Maintenant, pour ces fonctionnalités-là, donc on a la structuration de la plateforme que je vous ai présentée et on a différents outils. Donc, étant donné le temps que j'ai aujourd'hui, je vais me focaliser sur les outils que vous voyez à votre gauche, la base collaborative. On a plusieurs outils dans la plateforme. Le premier outil, c'est l'outil Channel. Ça va ressembler un peu à un espace conversation, un espace chat que l'ensemble des membres d'un projet vont pouvoir interagir, on pourra écrire des messages, se répondre les uns aux autres. On a ensuite un espace document où on va pouvoir partager des fichiers PDF, Excel, Word, des images, des photos. Un espace tâches où on va pouvoir venir créer des tâches, des listes de tâches, et ensuite affecter ces tâches à certains membres du projet. Un espace agenda, qui, comme son nom l'indique, c'est un agenda du projet dans lequel on va pouvoir créer des réunions. Et ce n'est pas une répétition de l'outil réunion que vous voyez juste à côté. L'outil réunion, ça va être un doodle intégré à Croquis. C'est-à-dire que vous avez plusieurs membres d'équipe dans l'espace projet, et ben, je vais proposer plusieurs créneaux de réunion. Et en fonction des votes et des réponses, je vais vraiment créer et caler ma date de réunion finale. Et ensuite, un module activité, c'est juste un reporting d'activité. On va voir quel utilisateur a fait quoi sur la plateforme, qui a téléchargé quoi, qui a déposé quoi. C'est l'ensemble de l'activité de la plateforme. Et sur le côté droit, on a d'autres fonctionnalités. Je ne vais pas pouvoir vous les présenter en direct, mais il y a des services tiers. On a la visionneuse maquette, pour le coup, que je vais vous présenter. Et on a aussi Croquis Drive, qui lui, c'est la plateforme Croquis qui est accessible sur Internet, mais finalement qui est détachée sur votre ordinateur avec un outil bureau. Voilà.
Rapidement sur les droits qu'on peut paramétrer sur Croquis, on va dire qu'il y a deux niveaux. Donc, les droits d'administration sont très importants dans le cas d'une plateforme collaborative. Sur Croquis, ils sont simples et facilement paramétrables. Donc, on a un premier niveau, on va pouvoir donner lecture-écriture sur les différents modules de Croquis à certains membres du projet. Par exemple, si je souhaite qu'un membre de mon projet n'ait pas accès à l'agenda, je peux le faire. Et après, on a un deuxième niveau. Donc là, ça va être dans l'espace document que je vous ai présenté tout à l'heure. On va pouvoir, pareil, donner droit d'écriture, lecture seule ou accès refusé à certains membres du projet sur certains fichiers ou même dossiers de la plateforme collaborative. Pour terminer, pour la présentation croquis, après je vais faire la démonstration. Pour terminer, on a un périmètre de gratuité qui a été instauré assez récemment, le 15 novembre. C'est-à-dire qu'au départ, la plateforme Croquis était totalement gratuite pour toute taille de projet et avec un nombre d'utilisateurs illimité. Depuis le 15 novembre, il y a un périmètre de gratuité qui a été instauré qui inclut 10 utilisateurs, 10 gigas de stockage et 10 projets. Si dans le cadre de votre organisation, voilà, vous dépassez ce périmètre de gratuité, maintenant il y a une offre payante qui a été mise en place à 15 € par mois. Et après, si c'est plus important, si votre besoin est plus important que l'offre de 15 € par mois, bah voilà, faut contacter Wimi, le prestataire qui est en charge de la plateforme. Voilà, ça c'est pour la petite nouveauté. Je vais vous montrer maintenant, je vais vous faire une démonstration un peu sur Croquis, dans le cadre où c'est vous, entreprise de construction, qui êtes administrateur de la plateforme. C'est-à-dire que vous avez tous les droits, vous allez pouvoir créer des dossiers, ajouter des utilisateurs, gérer les droits d'administration. Voilà, vous allez vraiment avoir la main sur tous les modules. Dans d'autres cadres, si vous êtes seulement entreprise qui participe à un projet de construction et que la plateforme collaborative a été mise en place dans le cadre du projet de construction, vous n'aurez pas les mêmes droits. Voilà. Moi, je vous présente, on va dire, le cas le plus difficile où c'est vous qui avez la main sur toute la plateforme et c'est vous qui allez devoir l'administrer complètement. Alors, est-ce que c'est bon? Vous voyez bien mon interface croquis? Oui. Super. Alors, je vais essayer de faire dans le temps quelques petites manips pour montrer vraiment concrètement comment venir créer un projet, ajouter un utilisateur, créer des tâches. Voilà. Tout ce que je vous ai un peu expliqué tout à l'heure, je vais essayer de le faire devant vous. Donc aujourd'hui, moi, je suis déjà utilisateur de Croquis, donc j'ai déjà un espace de travail. Imaginons que je suis une entreprise de construction, je veux répondre à un appel d'offres, j'ai téléchargé mon dossier de consultation et je souhaite collaborer en interne en entreprise. C'est-à-dire que moi, imaginons je suis le patron, je suis le directeur d'entreprise et dans mon équipe, j'ai un ingénieur études de prix, un ingénieur structure et autres. Donc, je vais pouvoir créer un projet. Imaginons le dossier de consultation que j'ai téléchargé, c'est pour c'est pour une salle de danse. Ben voilà, je vais créer mon projet, je vais lui donner un nom, je peux le catégoriser. J'avais déjà créé des catégories auparavant. Donc là, par exemple, je vais le ranger dans la catégorie études de prix. Bon, je peux ajouter une description ou pas. Et je peux aussi utiliser un modèle de projet pour donc chronologique type MOP ou thématique. Moi, pour le coup, je vais partir avec un projet vierge. Donc maintenant, comme vous voyez en haut à gauche, j'ai mon projet salle de danse qui a été créé. Donc il est fait. Maintenant, je vais pouvoir ajouter des utilisateurs. Donc je vais en ajouter un, pour exemple. Hop. En étant original, par exemple, je peux créer Stéphanie Marmora. Et avec son adresse mail, et je vais pouvoir administrer ses droits, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au sein de la plateforme. Donc, soit ça va être un utilisateur lambda qui va seulement pouvoir visionner des documents, soit ça va être un utilisateur manager qui va pouvoir créer des dossiers et rajouter des documents, ou alors un poste administrateur comme le mien, donc full option. Donc voilà, vous voyez, c'est assez simple aujourd'hui pour ajouter un utilisateur. Une fois que j'aurai cliqué sur le bouton ajouter, bah Stéphanie, je ne vais pas le faire là, mais Stéphanie devrait recevoir une invitation par mail qui va l'inviter à se connecter au projet avec un mot de passe et un identifiant. Donc ça, c'est la première étape, à savoir, je crée mon projet, ensuite j'ajoute des utilisateurs. Ensuite, la deuxième étape,
c'est comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y a plusieurs modules. On a un module document, un module channel, un module tâche, un module agenda. Il se peut que vous n'ayez pas besoin de tous ces modules sur votre plateforme, parce que ça peut peut-être alourdir la plateforme pour vous. Et ben, par exemple, sur le projet salle de danse que je viens de créer, je peux désactiver des modules. Imaginons, je ne veux pas avoir le module, on va dire channel, je le désactive et je ne l'ai pas. Ou si plus tard je veux le retrouver, ben, je reclique sur le module channel et il va se rajouter. Donc ça, c'est un paramétrage, voilà, des fonctionnalités de la plateforme. Et il se peut que d'un projet à l'autre, bah, je n'ai pas besoin vraiment de tous les modules. Donc une fois que j'ai créé mon projet, j'ai ajouté mes utilisateurs, bah, j'arrive là-dessus. Donc j'ai un espace complètement vide, pour l'instant, ce qui est normal. Donc on a l'espace document dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a un espace tâche, un espace agenda, un espace réunion. Donc là, maintenant, je vais rentrer dans chacun de ces espaces-là. Dans mon espace document, bah, comme sur toutes les plateformes collaboratives, je vais pouvoir importer des fichiers, je vais pouvoir créer des dossiers. Par exemple, si je reprends le cas de l'étude de prix, je peux créer mon dossier DPGF. J'espère que j'espère que la connexion Internet ne va pas m'empêcher de le faire. Je le retente. Ah si, il a déjà été créé. Pardon. Donc je peux créer un dossier DPGF, je peux aussi importer des fichiers. Donc là, simplement, comme sur toutes les plateformes collaboratives, je vais pouvoir aller cliquer sur plusieurs fichiers et venir les rajouter. On voit le chargement en haut à droite. Et les fichiers sont maintenant présents sur la plateforme collaborative. Donc c'est un espace document, toutefois assez simple, comme sur toutes les plateformes collaboratives, qui est facilement, voilà, on peut facilement ajouter des fichiers, des documents. Ensuite, je vais passer à l'espace tâches, où là, l'idée c'est en termes de collaboration, de venir ajouter des tâches dans mon projet et après les assigner. Donc par exemple, je peux venir créer une liste de tâches qui va s'appeler analyse du dossier de consultation. Je peux supprimer les autres parce que j'en ai pas besoin. Celle-ci, hop. Je peux créer une autre tâche qui va s'appeler remise de l'offre. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, j'ai mes deux listes de tâches auxquelles je peux assigner des personnes présentes dans mon espace de travail et auxquelles aussi je peux venir affecter des dates. Donc, par exemple, là, j'ai créé mes deux listes analyse de l'offre et analyse du DCE et remise de l'offre. Je vais pouvoir simplement me faire un petit planning déjà sur Croquis. Par exemple, le 16 et le 17 décembre, j'analyse mon DCE. Le 18 et le 19, bon, c'est totalement à titre indicatif, hein, je remets mon offre. Mais ça permet rapidement, au sein d'un projet, voilà, de venir créer des listes de tâches, des tâches, les assigner et se faire un planning facilement sur Croquis. Je vais accélérer un peu parce que voilà, j'avais planifié 15 minutes pour Croquis. Donc, je vais montrer l'espace document, l'espace tâche. Maintenant, l'espace agenda. Bon, là-dessus, c'est assez simple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme un agenda Outlook. Je vais pouvoir venir créer un événement, inviter des personnes à mon événement, indiquer un lieu, indiquer un début pour la réunion, une fin pour la réunion. Donc ça, rien de nouveau. Enfin, ce que vous connaissez déjà dans vos outils actuels. Et un espace réunion qui là est assez intéressant. Ça évite de venir faire un doodle ailleurs via mail ou autre. C'est vraiment un doodle incorporé dans Croquis où je vais pouvoir proposer plusieurs créneaux de réunion et en fonction des réponses, je vais pouvoir caler ma date finale pour la réunion proposée. Donc, je pourrais passer encore plus de temps sur Croquis parce que c'est une plateforme qui est très complète avec beaucoup de fonctionnalités, mais l'idée, c'était rapidement pendant ces 15 minutes de vous expliquer d'où Croquis venait et ce qu'il est possible de faire. Donc, il est possible de partager les documents au sein d'une même équipe, de se créer des tâches, de se les assigner, de les suivre. Il est possible de suivre un agenda pour le projet, proposer des créneaux de réunion et encore plein d'autres choses. Mais déjà, voilà, ça, c'est les 4 modules les plus importants de Croquis. Donc, je vous invite, si dans le cas où vous ne l'utilisez pas, pourquoi pas de vous renseigner et voir si vous pouvez l'utiliser en interne. Ou peut-être que vous l'avez déjà utilisé dans le cadre de projets de construction, car, comme je l'ai dit au tout départ, il y a quand même 93 000 utilisateurs. On a des grosses maîtrises d'ouvrage qui sont sur Croquis, qui collaborent sur leur projet
en phase construction sur croquis. Donc ça va continuer à se propager. Maintenant, je vais revenir sur ma présentation pour vous présenter la deuxième partie, à savoir FBIM. Donc FBIM, c'est différentes croquis. Croquis, c'est vraiment une plateforme collaborative accessible sur Internet. FBIM, c'est un outil, c'est un logiciel qu'on va venir télécharger, comme je vous l'ai écrit sur le site Internet du CSTB. C'est un logiciel qui est gratuit. C'est une visionneuse de maquettes numériques. Alors, sans rentrer dans les précisions techniques, il y a beaucoup de formats de fichiers. Quand on parle de maquettes numériques, on a des formats natifs. Par exemple, pour AutoCAD, on a le DWG. Et bien, quand on travaille en 3D, on a Revit et le format RVT. En l'occurrence, ça, c'est des formats natifs. Un format de la plateforme Croquis permet d'ouvrir le format ouvert, qui est le format IFC. Donc, le format IFC, c'est un format qui est normalisé et qui est open source, c'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir avec des logiciels gratuits. FBIM, quand vous allez le télécharger, vous allez l'installer, il va se présenter de la manière suivante. Donc, on va avoir, comme sur tous les logiciels, un ruban supérieur avec les fonctionnalités, avec l'ensemble des fonctionnalités par paquet. Et ensuite, on a l'affichage de la maquette. Moi, ce que je vais vous présenter pendant le temps qui me reste, c'est les quelques fonctionnalités de base sur FBIM. Donc, on va pouvoir ouvrir un modèle, simplement le faire tourner, venir fouiller dedans, venir interroger le modèle dans les propriétés, dans les objets. Et on va pouvoir aussi, le gros plus de FBIM, c'est qu'on va pouvoir exploiter ces données. Donc, c'est pas seulement je vois mon bâtiment, je le fais tourner et c'est fini. Là, c'est je vois mon bâtiment, il y a des propriétés. Je vais pouvoir extraire des quantités, je vais pouvoir coloriser des éléments comme je l'ai mis sur la capture. Donc, par exemple, si je veux colorier mes murs en fonction de tels paramètres, je peux le faire. Tout ça pour vraiment améliorer la compréhension des données de la maquette et pouvoir mieux comprendre son projet. Imaginons si on est en phase d'appel d'offres ou pourquoi pas en phase d'exécution. Donc maintenant, je vais vous partager en direct le logiciel FBIM. Est-ce que vous pourriez juste me confirmer que c'est bon pour FBIM? C'est bon. Parfait. Bon, là, j'ai ouvert tout simplement le modèle IFC qui est fourni avec FBIM, donc c'est un modèle simple, hein, c'est un bâtiment de logement. Donc les principales fonctionnalités que je vais vous présenter, tout simplement, c'est venir consulter le modèle. Je vais éviter d'aller trop vite, histoire de, comme tout à l'heure, donner une notion de mal de mer, mais donc je peux venir zoomer, dézoomer sur mon modèle, je peux venir le faire tourner, je peux aussi le faire translater. Voilà, ça c'est les actions de base. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'on peut venir couper ce modèle. On peut venir faire une tranche. Donc j'ai un outil plan de coupe. Là, en l'occurrence, j'ai fait une coupe sur le plan vertical. Donc, hop, je zoome un peu plus. Je peux sélectionner mon plan de coupe et le faire évoluer dans mon bâtiment. Et je peux aussi imaginons je veux couper au rez-de-chaussée, je le fais. Hop. Je peux masquer mon plan de coupe parce qu'il me gêne. Là, on voit, c'est un gros cercle vert. Voilà. Là, j'ai masqué mon plan de coupe et je vois vraiment à l'intérieur de mon bâtiment ce qu'on a. J'ai coupé en plein milieu des portes, on va dire à 1 mètre, 1 mètre 50. Et ben, je peux zoomer dans mon objet, dans mon ouvrage. Ensuite, je peux aussi changer de plan de coupe. Donc, je peux le faire en YZ, XY, donc à la verticale, à l'horizontale. Et je peux aussi sélectionner un plan. Donc, imaginons, je veux couper, les plans qui me sont proposés ne me plaisent pas. Moi, je veux couper à partir d'une face, donc à partir d'un mur. Je laisse. Ah oui, j'ai caché le. Donc là, j'ai cliqué sur mon mur et puis maintenant, j'ai la coupe qui suit la face de mon mur. Et après, je peux bien sûr arrêter. Donc ça, c'est pour l'outil plan de coupe. Ensuite, j'ai un outil qui est aussi très sympa, qui permet vraiment rapidement de visionner la maquette, c'est la vue éclatée. Donc je peux éclater mon modèle, comme son nom l'indique. Imaginons, je veux éclater mon modèle qui est là, il se voit, on a 3 étages, on a 2 étages, un rez-de-chaussée et une toiture. Je vais pouvoir l'éclater verticalement. Donc là, clairement, je vois mon rez-de-chaussée, mon R+1, mon R+2 et ma toiture qui sont séparés. Et je peux, pareil, de la même manière, aller zoomer et dézoomer à l'intérieur. Hop. Alors, attendez juste
une seconde, un petit problème technique. Souci, c'est les aléas du direct. Oui, hop, excusez-moi. Donc voilà, je vous ai montré la vue éclatée. C'est bon, vous m'entendez, ouais. Je vous ai montré la vue éclatée, je vous ai montré le plan de coupe. Donc ça va nous permettre de comprendre globalement comment est structurée la maquette. Autre chose importante, c'est une maquette. Donc elle est décomposée d'objets. Et dans ces objets, on a de l'information. Donc l'idée, l'usage du BIM et de la maquette numérique, c'est d'aller chercher ces informations, déjà pour mieux comprendre son projet, et après les exploiter. Ces informations, on les appelle des propriétés. Donc si j'active mon module propriété, hop là, qui est sur le côté gauche, et que je clique par exemple sur une fenêtre, donc je zoome, je double-clique sur une fenêtre, où on a tout un tas d'informations. L'idée, c'est de faire un peu le tri dans ces informations, mais on voit déjà sur le côté gauche que logiquement, c'est une fenêtre. On a la largeur, la hauteur, donc overall 8, 1m35, overall width, 1m13,8. Donc on a la hauteur, la largeur. Et après, on a d'autres informations. On peut avoir le type du verre, on peut avoir l'épaisseur du verre. Enfin, on peut avoir autant de paramètres que possible. Là, il y en a peut-être même un peu trop. Mais c'est pour vous indiquer qu'on peut vraiment consulter ces propriétés qui sont présentes dans l'objet. Là, j'ai pris le cas de la fenêtre, mais on peut faire la même chose sur un mur. On peut faire la même chose sur une porte, sur une toiture, etc. Donc ça, c'est les propriétés qui sont présentes dans l'objet. Et maintenant qu'on a fait ça, qu'on a compris que le bâtiment est décomposé en objets qui ont même des propriétés, on va les utiliser vraiment pour notre intérêt métier. Là, je vais prendre l'exemple, imaginons, de la menuiserie extérieure. Donc, je reçois cette maquette en phase DCE, en phase appel d'offres. Je vais m'occuper de tout ce qui est fenêtre. Donc, j'ai envie de comprendre mon lot fenêtre et j'ai envie aussi d'exporter des quantités relatives aux fenêtres. Alors, pour cela, il y a un outil qui est très intéressant qui est présent sur FBIM, c'est un outil colorisation. Donc, colorisation, comme son nom l'indique, c'est on va venir colorier des éléments en fonction d'une propriété. Donc, par exemple, moi, je vais faire une sélection filtrée. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est les fenêtres. Ah oui, donc petit aparté, c'est vrai qu'on a des termes en anglais, comme je dis tout à l'heure, avec le mot largeur et hauteur. Ce qui est normal parce que le format IFC, comme je dis tout à l'heure, qui est un format open source, il est normalisé et les termes sont en anglais. Donc ça, on va dire, c'est un petit frein. Il faut juste comprendre. Bon, après, ça reste des mots simples. Hein. DOR, IFC DOR, c'est l'objet porte. IFC Windows, c'est l'objet fenêtre. Mais voilà, c'est une subtilité qu'il faut savoir, c'est que ce format normalisé est en anglais. Donc pour le coup, moi, je vais m'occuper des fenêtres en IFC Windows. J'ai envie de colorier ces éléments en fonction de leur nom. Hop là. Et donc là, vous voyez tout de suite, sur le côté droit, que j'ai 5 couleurs. J'ai du vert foncé, du bleu, du vert clair, etc. Donc ça, c'est des couleurs qui, quand je vais cliquer sur le bouton peindre, vont venir colorier mes fenêtres. Vous voyez, les fenêtres se sont coloriées en fonction de leur nom. Parce que j'ai 5 noms de fenêtres, donc j'ai 5 couleurs. Pour plus de facilité, je vais isoler seulement les fenêtres que je suis venu colorier. Donc je les vois ici. C'est-à-dire que dans tout mon bâtiment, j'ai réussi à isoler mes fenêtres et en plus de ça, à les colorier en fonction de leur type. Je peux choisir la couleur parce que je peux changer de couleur parce que les couleurs ne sont pas très gaies. Hop, on va mettre d'autres couleurs. On va venir repeindre le modèle. Voilà. Donc là, je comprends simplement en quelques clics, voilà, les différents types de fenêtres que j'ai sur mon projet. Donc ça, c'est une chose pour la compréhension. Maintenant, je vais revenir en arrière, je vais afficher tout mon modèle. Hop. Donc maintenant que j'ai colorié mon modèle, ce qui est important de savoir, c'est les quantités qu'il y a derrière. Combien j'ai de fenêtres et avec quel type. Donc maintenant, je vais passer sur l'outil export de propriété. Assez simple. Je vais choisir mon type d'objet comme tout à l'heure, c'est des fenêtres, donc en anglais, c'est Windows, IFC Windows. Hop. Je peux venir sélectionner les propriétés qui m'intéressent. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une liste très grande de propriétés. C'est pas forcément toutes celles qui vont m'intéresser. Donc moi, je veux le nom de ma fenêtre. Je vais aller chercher aussi le level, donc à quel niveau
et positionner ma fenêtre dans mon projet. Et après, je peux, hop, j'ai vu, avoir la hauteur et la largeur. Donc je mets à jour, j'agrandis un peu pour que vous voyez mieux. Donc dans mon tableau en bas, j'ai le nom de mes fenêtres. Donc on a fenêtre, on a sky, voilà, on a différents types de fenêtres. J'ai le niveau dans lequel sont positionnées ces fenêtres. J'ai la hauteur et la largeur. Donc ça, c'est les propriétés présentes dans le modèle. Et après, je peux tout simplement les exporter dans un fichier Excel. Là, je vais l'appeler export fenêtre. Hop. Et je vais vous l'ouvrir. Tac. Donc on va voir un fichier Excel qui est brut, donc il n'est pas mis en page, etc. Mais on a des colonnes avec les propriétés. Et après, c'est vraiment du travail d'Excel. On va venir on va utiliser les filtres Excel ou les listes. Alors attendez, il va s'ouvrir. Donc les listes Excel, voilà, pour venir trier la donnée et l'utiliser dans mon outil métier. Voilà, par exemple, on parle des quantités, je vais venir compléter mon outil métier avec les quantités et les propriétés pour après venir affecter un prix face à tout ça. Bon, en l'occurrence, FBIM fonctionne très bien, c'est Excel qui va mettre du temps à s'ouvrir. Hop, c'est bon. Voilà. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, le tableau est brut, hein, mais après, ça reste du travail d'exploitation d'Excel que vous connaissez tous. Donc j'ai mon type de fenêtre, j'ai le niveau, j'ai ensuite la hauteur et la largeur. Voilà, j'ai réussi, grâce à la maquette numérique, à exporter et à extraire ces données-là. Maintenant, je vois qu'il me reste un petit peu plus de temps. Enfin, il me reste encore un peu de temps, donc autant l'exploiter. Donc, je vous ai montré, pour faire un récap, l'outil coupe, l'outil vue éclatée, l'outil colorisation, l'outil export de quantité. Il y a aussi un outil qui est très intéressant, c'est l'outil cote. Donc, je vais pouvoir venir prendre des codes directement sur mon modèle. En plus de ça, on a une attache au point, c'est-à-dire que je suis sûr, quand je clique dans un angle, de bien approcher et bien m'accrocher à l'angle. Donc là, par exemple, j'ai pris la largeur hors trou de mon ouverture fenêtre qui fait 0,90. Je la vois s'affiche en haut à gauche, 0,90. Et je peux continuer à prendre des codes de mon modèle et je garderai la trace des codes que j'ai pris auparavant. Donc l'outil code qui est un outil très simple aussi. Et après, pour un autre outil qui est intéressant, c'est la capture d'écran. Tout simplement, j'ai ouvert mon modèle, j'ai fait des zooms, je suis allé à un endroit précis dans ma quête. Voilà, par exemple, je zoome à un endroit bien précis dans ma quête. D'ailleurs, attendez, je vais faire une coupe histoire d'être un peu plus clair. Donc, je vais venir faire une coupe. En XY, hop. Je cache le manipulateur. Et ensuite, je vais venir zoomer à un endroit de ma maquette. Voilà. Et bien, je peux venir très simplement faire une capture d'écran. Je l'enregistre et puis je la copie-colle dans un mémoire technique dans n'importe quel dossier ou fichier. Donc voilà, il est 12h30. Donc pour récapituler, je vous ai présenté la plateforme Croquis, plateforme qui est gratuite avec un périmètre de gratuité au-delà, c'est payant, et le logiciel FBIM, donc lui qui est un logiciel totalement gratuit qui va vous permettre d'exploiter une maquette numérique IFC, donc format open source, pour venir chercher des propriétés, comprendre votre ouvrage, comprendre votre modèle, voilà. Vraiment venir interroger et interagir avec la maquette numérique. Bon, maintenant, je vais laisser du coup la main à Stéphanie si jamais il y a des questions. J'espère avoir été clair. Oui, alors oui, très clair, hein, je pense, hein, on a tous bien pu suivre avec une démonstration directe très concrète en ce qui concerne FBIM et puis en ce qui concerne Croquis, des informations voilà, intéressantes sur la manipulation aussi. Est-ce que vous avez des questions? Oui, on vous écoute, allumez votre micro. Merci. Merci Jonathan.
super d'avoir été pédagogue en aussi peu de temps sur des sujets qui sont sacrément complexes. Ouais, j'ai essayé. Tout à fait, oui. Déjà, hein. Respect. Blague à part, on peut se tutoyer, pardon. Ah ouais, j'ai une tendance. Oui, non, pas de problème. Merci, nous, c'est des sujets qu'on essaie de s'approprier dans nos activités d'AMO, parce que le numérique, on y croit pour amener les acteurs à travailler de manière collaborative. C'est l'objectif de Croquis, hein, clairement, et puis de FBIM. Mais est-ce que, à côté de cet outil-là, tu ou vous, à l'échelle nationale, avez envisagé des formations plus contact terrain, ou est-ce que c'est compris dans un package de tarification? C'est-à-dire, je prends le logiciel, je paye tant, et avec ça, il y a une formation terrain. Parce que je sais que nos générations ou les gros donneurs d'ordre vont être super à l'aise, sans préjugés, mais un artisan à Vesoul, si tu veux, je pense qu'à un moment donné, il a déjà tellement à faire avec son agenda papier et de tenter de comprendre son smartphone quand il est en zone blanche, que lui faire comprendre l'intérêt d'un outil informatique qui doit lui faciliter son quotidien, c'est chaud, quoi. Il y a toute cette pédagogie à avoir pour que le logiciel percute. Est-ce que c'est prévu? Comment ça se danse? Alors oui, tout ça, ça fait partie un peu d'une stratégie globale, en tout cas la Fédé. Donc on va bosser avec nos régions, les fédérations régionales et aussi départementales. Euh, et aussi au national, donc on a des élus, on a des mandatés qui sont mandatés en région, qui participent à un groupe de travail. Donc là, ça s'appelle groupe de travail transformation numérique et BIM. Donc l'idée, c'est pas seulement d'avoir du descendant de Paris, parce que bon, il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses aussi qu'on ne connaît pas. Mais l'idée, c'est de faire remonter un maximum d'opportunités, on va dire d'actions régionales sur le BIM et le numérique, que nous, on va récupérer au national pour après retransmettre à tout le monde. Donc là, quand on va parler des actions, c'est de la pédagogie, comme vous le dites. Donc c'est des projets concrets, des projets sur lesquels nos adhérents ont travaillé. On a aussi des projets dont la maîtrise d'ouvrage, c'est la Fédé. Il y a la Fédé en ce moment qui est en train de réhabiliter et construire ses sièges, on va dire, en région, en département. Donc, pour montrer l'exemple, il y a du BIM sur leur projet. Donc, c'est faire des chantiers écoles. Par exemple, on a la Fédé du 42 qui est en train de faire un chantier école sur sa Fédé. On a la Fédé du 63. Donc, on a voilà, les Fédés départementales et régionales qui, déjà pour montrer l'exemple, font des chantiers écoles avec les adhérents de la Fédé pour les former, leur faire comprendre l'utilité du numérique et du BIM. Et après, plus largement, nous, au niveau national, on participe et on représente la Fédé au niveau du plan BIM 22. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le plan BIM 22, c'est un plan, c'est 10 millions d'euros, 10 millions d'euros mis à disposition par l'État, découpés en plusieurs actions, et une action dont la Fédé est pilote, c'est le BIM Tour 2022. Que peut-être vous avez déjà entendu parler ou pas, mais l'idée, c'est de faire des événements en région, laisser la parole aux régions. Donc, c'est éviter l'information descendante de Paris, mais par exemple, le premier événement était à Carcassonne, où là, c'est 2 projets en Occitanie, un collège idéal, où on a les acteurs d'un projet qui sont mis autour de la table. Donc, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage d'entreprise, pour dire on a fait du numérique, on a fait du BIM. Il y a des choses qui ne sont pas bien passées, parce qu'il faut le dire quand ça se passe bien, quand ça se passe pas bien, comme quand ça se passe bien. Et dans ces événements, c'était bon, là, on a été un peu freiné, comme vous l'imaginez, avec le Covid. Hein. On va faire peut-être du digital, du physique, digital, on va s'arranger. Mais c'est pareil, c'est essayer avec un bâton de pèlerin, de communiquer au niveau national. On a un site internet où les vidéos des tables rondes, etc., vont être mises à disposition. C'est vraiment de lancer des messages, de dire on a fait des vrais projets, ça s'est bien passé, et d'autres choses, ça s'est mal passé, mais du coup, la prochaine fois, on le fera mieux. Mais pour que ça descende, comme vous le dites, jusqu'à l'entrepreneur de Vesoul, mais non. Voilà. Il clique, il va recevoir ces informations-là, ces liens, il va pouvoir regarder des vidéos et au moins comprendre les premiers aspects du BIM et du numérique. Génial. Et pardon, je vais peut-être laisser la parole aux autres. Ouais, enfin, il y en a certains qui me connaissent, dont Kathleen, et je vais être très bavard, donc je laisse la place aux autres. S'il n'y a pas de questions, je reprends. Je crois que vous pouvez reprendre, il y a 0 main levée, à moins que quelqu'un veuille prendre la parole maintenant. Il semble que non, donc vous pouvez... J'aurais une petite question, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. Oui, c'est bon.
Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Je vous entends. Oui, Vous on pouvez vous y entend. aller. Numérique. Et je m'intéresse un petit peu depuis on entend un petit peu les nouvelles infos sur le BIM. J'essaie de comprendre un petit peu comment ça marche. Mhm. Mais je m'inquiète un petit peu de ça dans le sens où aujourd'hui, dans mon expérience personnelle, on a encore des entreprises qui ne veulent pas répondre aux appels d'offres parce qu'il faut passer par le numérique. On a encore des entreprises qui ne veulent pas utiliser Chorus Pro malgré l'obligation d'utilisation, y compris des maîtres d'œuvre, des gros maîtres d'œuvre. Aujourd'hui, on a le BIM qui se rajoute. Est-ce qu'il y a des obligations, on va dire, d'utilisation qui sont en prévision, ou est-ce que c'est quelque chose pour l'instant qui est purement informatif dans un premier temps, mais est-ce qu'on s'engage sur quelque chose de plus obligatoire à court terme ou à moyen terme? Alors, non. Aujourd'hui, le constat d'aujourd'hui, c'est que, en tout cas sur les marchés publics, on n'a aucune obligation d'utiliser le BIM sur les marchés publics. On a seulement aujourd'hui une directive européenne qui incite les maîtrises d'ouvrage publics, donc des pays européens, à utiliser du BIM sur leurs projets. Mais c'est qu'une incitation. On n'a aucune obligation. Par contre, on a des voisins européens, anglais ou italiens récemment, ou même suisses, qui, eux, ont introduit des notions d'obligation en fonction de la taille du marché public. Donc ça, c'est le constat en France. Aujourd'hui, on n'a rien d'obligatoire. Aujourd'hui, par contre, ce qui est écrit dans les codes des marchés publics, c'est que dans le cas où une maîtrise d'ouvrage public, dans son dossier de consultation, met une maquette numérique, ou voilà, par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de format natif ou de format open source, donc un format où il faut un logiciel payant ou un format où il faut un logiciel gratuit. Aujourd'hui, la maîtrise d'ouvrage public doit mettre un format gratuit dans son dossier de consultation. Dans le cas où elle met un format différent, spécialisé, il faut qu'elle mette à disposition des entreprises les outils lui permettant de consulter le DCE et de consulter la maquette du projet. Donc ça c'est le premier constat. Ensuite, nous, à la FFB, notre position, clairement, c'est d'être contre l'obligation. On est contre, voilà, demain, on oblige le BIM sur tous les marchés privés et publics, comme ça du jour au lendemain. Parce que si on fait ça demain, on va mettre un tas d'entrepreneurs sur le côté qui savent très bien travailler, et c'est pas parce qu'elles ne savent pas faire du BIM qu'aujourd'hui c'est des mauvais entrepreneurs. Donc ça c'est notre position. Là-dessus, la Fédé, on essaie de communiquer un maximum. Donc voilà, on a le site internet FFBIM ou d'autres actions dans les Fédés régionales, départementales, pour me dire et faire comprendre à nos entrepreneurs que malheureusement, heureusement, il faut y aller, parce que si vous n'y allez pas, c'est les autres qui vont y aller à votre place sur le numérique et le BIM. Donc ça, c'est aujourd'hui, ça va arriver de plus en plus dans nos marchés, même si ce n'est pas une obligation. On a des maîtrises d'ouvrage privées et publiques qui vont petit à petit se lancer dans le numérique. Il y a des villes qui se numérisent complètement, des maîtrises d'ouvrage privées et publiques, voilà, qui veulent vraiment rentrer dans ce cycle de BIM et de modèles pour gérer leurs projets, pour gérer tout l'aspect locatif et autres. Donc nos entrepreneurs, nous on les incite à se lancer, mais on ne veut pas d'obligation comme ça du jour au lendemain. Voilà, une obligation dans une loi, voilà, qui vienne de nulle part. Voilà. D'accord, merci. D'autres questions? Oui, hein? Allez-y, on vous écoute. Déjà, merci de dire qu'il ne faut pas imposer par la loi. Je suis en phase avec toi. Et on n'en doutait pas à la FFB parce qu'effectivement, il n'y a pas que des grands donneurs d'ordre. On a nos artisans qu'il faut épauler, surtout en contexte de crise. Nous, dans le projet qu'on a en ce moment sur le secteur du bâtiment en région BFC, on se rend compte, on a une place d'AMO, tu vois. On s'occupe de la rénovation, réhabilitation, donc traitement de gestion des déchets dans le bâtiment. Et il y a un enjeu de travail collaboratif qui est flagrant avec toutes les parties prenantes. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est dès la programmation que ces enjeux-là se mettent en place, mais sur tout. Et il faudrait qu'on réfléchisse à... alors, l'idée, c'est pas tant de prôner le BIM en tant qu'outil nécessaire, mais en tout cas, ça, j'engage pas l'entreprise que je représente. J'engage mon avis personnel, Pascal Piat.
c'est plutôt déjà de passer par la volonté de collaboration. Si tu veux, t'as c'est le rôle de la FFB évidemment, ou tous les autres syndicats de branche, mais de dire ok les gars, à un moment donné, le bâtiment, ça reste quand même un des indicateurs PIB France, Europe, mondial important, que tout le monde a une fâcheuse tendance à taper sur le bâtiment, pour plein de raisons. Voilà, c'est pas le secteur le plus glamour, faut être clair, quand on parle à n'importe qui. Mais il faut faire comprendre qu'il faut déjà avoir un esprit collaboratif. On a de la place pour tout le monde, c'est souvent difficile à croire, mais c'est vrai, et que c'est en travaillant ensemble, non pas pour prendre une situation de monopole en se regroupant, mais tu vois, en étant déjà en tête que le gars qui va retirer la moquette, il faut aussi qu'il ait conscience qu'il faut qu'il discute avec l'électricien, qu'il discute avec l'archi dès le départ, et il peut se passer de plein de choses, tu vois, cette notion d'intelligence collective. En fait, le BIM, c'est la traduction informatique et logicielle de cette intelligence collective. Et est-ce que dans ce BIM Tour que vous prévoyez, est-ce que ça serait pas intéressant qu'on puisse travailler là-dessus en région pour l'animer plus dans une volonté de dire travaillons tous ensemble, et il y a le BIM comme outil, par exemple, et potentiellement pas que Croquis. Alors je veux pas dire que Croquis est mauvais, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, voilà, il y en a d'autres, et puis il y en a plein qui veulent se lancer là-dedans, et il faut certainement. J'arrête là. La concurrence, ça a du bon, mais des fois, ça fait surtout du mal. Mais tu vois, que ce BIM Tour organisé soit plutôt une volonté de mettre en avant le collaboratif plutôt que l'outil même. Et l'outil n'est qu'un prétexte pour. Est-ce que c'est le message passé? Pas du tout. Est-ce que c'est pas le but du BIM Tour? Est-ce qu'il faut qu'on travaille sur notre feuille de route? Tu vois, Non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc le BIM Tour, globalement, donc c'est en région que ça s'organise. Donc on a un prestataire national, mais après qui va mettre autour de la table les OP qui sont membres du plan MIA 22. Donc nous, il y a la FFB pour les entreprises. On a aussi, il y a la CAPEB, il y a le GFBTP, il y a l'UNSFA, il y a le CNOA. Donc on a les architectes, on a les maîtrises, on a les bureaux d'études avec le CINOV, le Syntec, l'UNGE. Donc on a les OP, les organisations professionnelles qui représentent la filière. Donc dans toutes les actions de ce plan, moi je vous ai parlé du BIM Tour, mais il y a d'autres actions, mais toutes les actions de ce plan se font en concertation avec la filière. Le constat, c'est qu'on avance, de toute manière, faut qu'on discute ensemble, hein. On n'avait peut-être pas trop l'habitude auparavant, mais là, il faut qu'on se mette autour de la table, bien sûr avec chacun nos intérêts, hein. Voilà, la FFB, c'est on veut faire parler et tout faire pour les entrepreneurs de construction, mais il y a les autres. Et l'idée, c'est que ces événements, ils se décomposent au niveau national, donc on va en avoir peut-être une vingtaine, d'une vingtaine à une quarantaine jusqu'à fin 2022 sur toute la France. Et on va avoir 2 tables rondes. Ça, dans tous les événements, il y a 2 tables rondes. Un projet rénovation et un projet neuf. Maîtrise d'ouvrage privé ou public, n'importe. Mais l'idée, c'est qu'autour de la table, on ait au moins la maîtrise d'ouvrage qui s'exprime, un membre de la maîtrise d'œuvre, donc l'architecte, un bureau d'études ou autre, et 3 ou 4 entreprises qui expliquent, voilà, chacun va faire part de son ressenti, on va aussi montrer des chiffres, des données, mais dire ça s'est bien passé, ça s'est mal passé, et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Donc voilà, il y a ces 2 tables rondes-là. Et après, il y a aussi opportunité, et ça c'est chaque région qui va le décider, de présenter des actions vraiment régionales. C'est-à-dire qu'on a par exemple, la maîtrise d'ouvrage. Par exemple, en Occitanie, on a l'ARAC Occitanie, maîtrise d'ouvrage publique, qui, elle, va présenter toute sa stratégie BIM pour les années à venir. On a la SNCF qui voulait aussi intervenir. Mais c'est vraiment en région montrer les actions portées sur le numérique et le BIM. On a aussi des permis de construire numérique qui sont en train de sortir. Donc ça, c'est force. Il y a des régions qui ont peut-être pas grand-chose, donc elles vont pas avoir grand-chose à dire. On a des régions qui ont beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc présenter leurs actions régionales. Il y a des formations qui sont créées aujourd'hui sur le numérique et le BIM dans des écoles à différents niveaux. On a des clusters, des startups, on a tout plein de choses. Donc c'est en premier, on va parler de vrais projets concrets qui sont réalisés ou qui sont en cours de réalisation. Chacun va faire état de sa position, et c'est pas l'outil primordialement. Je te rejoins. Du coup, c'est pas, on parle pas, on va dire oui, bien sûr, le biostructure a travaillé sur Revit. Point. Mais on va pas rentrer dans le détail de j'ai du mal à faire mon mur incliné. Mais c'est plutôt, voilà, ici ça s'est mal passé parce que la maîtrise d'ouvrage avait pas très bien exprimé ses besoins numériques. Du coup, l'entreprise en a fait trop, on n'a fait pas assez, n'a pas prévu assez de temps, etc. Donc voilà, c'est 2 projets concrets.
réalisé ou en cours de réalisation. On évite le message conception, parce qu'aujourd'hui, le BIM et numérique, c'est beaucoup de maîtrises d'œuvre qui se sont emparés du message. Et finalement, on a tendance à oublier que un projet, ça se conçoit, mais ça se construit aussi. Et qu'aujourd'hui, j'ai pas encore vu un d'étude de structure pousser une branche. Donc, là, on va avoir 2 tables rondes concrètes et après des actions régionales qui sont présentées. Et tout ça, si vous êtes présent, si vous pouvez vous rendre disponible dans le cas où c'est physique, tant mieux. En Bourgogne-Franche-Comté, ça va se faire aussi. Sinon, tous les vidéos de restitution des tables rondes et autres seront présents sur le site internet du plan BIM 22. À terme, plus le BIM Tour va faire le tour des régions, plus on aura de documents, de vidéos, etc. qui seront disponibles publiquement. Il y a une chaîne YouTube, etc. Et pour l'instant, il y a le premier événement à Carcassonne le 17 novembre, du coup en digital, et les vidéos vont être mises en ligne d'ici la fin de l'année. Donc pour le BIM Tour Carcassonne vont être mises en ligne d'ici la fin d'année sur le site plan-bim-2022.fr. Voilà. On relaiera l'adresse aux participants. Oui. On relaiera l'adresse. Ça va être mis en ligne d'ici la fin de l'année. Il y a des vrais retours intéressants de maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. C'est intéressant aussi d'avoir leur position, mais surtout des entreprises. Nous, c'est les entreprises d'abord, bien sûr, mais il faut qu'on travaille tous ensemble. Je rejoins là-dessus sur le travail tous ensemble et on constate depuis l'organisation entre la FFB, BFC et BFC numérique, c'est super ce format 40 minutes pour déj pour aller vite. Ce qui est dommageable, c'est qu'on n'est que... Je suis français, mais j'aime dire aussi quand ça va bien. C'est dingue, hein, mais... c'est bien. C'est rare, hein, c'est rare. Mais c'est là qu'on constate aussi que chacun, nous, dans nos réseaux, nos cercles, nos clients, partenaires, alors nous, on parle plutôt de partenaires au sein de KM Group, il faut qu'on diffuse cette parole-là, parce que là, on n'est que 7, dont entre Madame Serrette, moi et Monsieur Sapolin, je pense qu'on est proche du BIM. Il faut être très clair, c'est pas finalement nous à qui il faut s'adresser avec le bâton de pèlerin, mais à nous, par contre, d'accélérer les choses. Parce que si on n'est que 7 sur un format de 40 minutes, on a la preuve qu'il y a déjà une difficulté là-dessus, quoi. Et puis, Madame Serrette le disait déjà par rapport à cette volonté de est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'imposé ou pas. On voit la difficulté de fédérer sur un temps d'échange. On n'est même pas là pour convertir, on est là pour échanger. Donc, oui, après, je dis pas que c'est simple. C'est vrai que vous êtes des entrepreneurs. Vous avez, il y a tout plein de. Vous avez aussi le terrain qui est derrière, les contraintes, etc. Donc c'est vrai que c'est intéressant, je pense, pour un dirigeant s'il a l'opportunité de prendre un peu de recul et de s'informer un peu sur ce sujet-là. Mais bon, il y a aussi le quotidien à gérer, donc c'est facile à dire. Oui, c'est ça. Mais pour le coup, le confinement numérique facilite ça. Hein. Enfin, moi qui suis dirigeant d'une jeune entreprise, évidemment, j'ai les avantages de la jeunesse dans le sens que j'ai pas encore la volumétrie que mes confrères, consoeurs peuvent avoir. Mais en revanche, on se répartit les tâches et on essaie d'être présent partout pour s'informer, pour échanger, pour partager. Et puis, le numérique permet ça. C'est l'avantage du numérique. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Non, c'est encore temps. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, l'équipe organisatrice vous remercie pour votre participation qui était certes pas très nombreuse mais très constructive et enrichissante avec des échanges pertinents. Et donc on pourra vous retrouver demain pour la prochaine mini-conférence sur la planification participative au service du Lean, même heure à midi. Bonne journée et bon appétit. Au revoir à tous. Merci à vous. Beaucoup. Merci à tous. À bientôt.